marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers amis auditeurs, bienvenue sur ERFM pour cette 6e édition de la Marche du Monde. Et je suis bien évidemment en présence de Youssef Indy. Salut Youssef. Salut, bonjour Yann, bonjour à tous. Youssef, nous allons mettre de côté l'élection présidentielle française et le sujet Zemmour, une fois n'est pas coutume, pour nous attaquer, explorer les événements géopolitiques actuels. Je pense bien sûr à l'offensive russe en Ukraine. Voilà, donc l'offensive russe en Ukraine. En effet, lorsque le 24 février dernier, lors d'une allocution télévisée, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, annonce déclencher une opération spéciale en Ukraine afin, dit-il, de démilitariser et dénazifier le pays. Il envoie un message on ne peut plus clair à la communauté internationale. Trop, c'est trop. 2 jours avant, le 21, il reconnaissait l'indépendance des 2 républiques populaires de Donbass, Lugansk et Donetsk. Le traitement de la population russe par les autorités de Kiev dans ces 2 provinces ayant sans doute achevé de le convaincre d'intervenir. La mascarade des accords de Minsk avait assez duré. Quelques minutes après cette annonce d'offensive, les premières explosions se font entendre à Kiev, Kharkov, Odessa et dans le Donbass. Les forces russes commencent leur avance dans le nord sur Kiev et Kharkov, l'est sur Donetsk et Lugansk et via le sud par la Crimée sur Odessa et Mariupol. L'objectif, prendre en tenaille les forces ukrainiennes. Pris de court, sonnés par l'initiative russe, les Occidentaux mettent quelques jours à réagir. Cependant, le 2 mars, les Nations Unies, sous la pression américaine, adoptent une résolution non contraignante condamnant la Russie et demandant son retrait complet d'Ukraine. Le 8 mars, les Américains imposent un embargo sur toutes les importations d'énergie russe. Dans le même temps, les plus grandes multinationales occidentales déclarent de concert arrêter leur activité dans le pays, McDonald's, Mastercard, Starbucks, Ikea, etc., etc. L'Union européenne ferme même son espace aérien aux compagnies russes. Devant les progrès inexorables russes sur le terrain et ne pouvant pas vendre à leur opinion publique une guerre ouverte contre la Russie, les Occidentaux vont faire monter la pression des sanctions en appuyant sur leur suprématie financière pour couler le rouble et ainsi, espèrent-ils, générer une crise financière en Russie sans précédent. Retrait de SWIFT de certaines banques russes et des plus grosses entreprises, gel des avoirs de la banque centrale en dollars, en euros et en yens, ce qui rend la banque centrale de facto incapable de soutenir le rouble sur les marchés financiers. Le rouble, à cet instant, perd à peu près 30% de sa valeur. Les sanctions semblent marcher. On se souvient alors de la sortie pour le moins prétentieuse et pour ne pas dire ridicule de Bruno Le Maire déclarant vouloir faire une guerre économique et financière totale à la Russie pour provoquer, je cite, l'effondrement de l'économie russe, comme si la Russie était comparable à l'Irak ou à la Syrie. Poutine ne se laisse pas faire, il répond avec une batterie de contre-mesures plutôt astucieuses, remboursement des dettes contractées par les entreprises privées, donc dettes contractées en dollars et en euros. Il leur rend possible des remboursements en roubles, convertivité du rouble avec l'or pour rassurer les ménages et les investisseurs, et surtout, vente des hydrocarbures en roubles, nous allons y revenir. Toutes ces mesures créant une demande forte donc pour la monnaie russe, et c'est plutôt efficace puisque le rouble aujourd'hui est presque revenu à son niveau d'avant l'invasion en Ukraine. Nous y reviendrons, cher Youssef. En outre, donc, comme je le disais, la Russie fait planer la menace de coupure d'approvisionnement de gaz pour tous les pays d'Europe de l'Est. Et vu leur niveau de dépendance, cela veut dire faire face à une inflation encore jamais vue dans le meilleur des cas, ou dans le pire, à un appareil industriel complètement à l'arrêt, couplé à des troubles sociaux intérieurs. C'est donc impossible, et l'Occident n'a jamais paru aussi fébrile. Et les dernières déclarations de Joe Biden sur Poutine le tueur ou sur la nécessité d'un changement de régime en Russie n'en sont qu'une preuve supplémentaire. La peur nourrit l'agressivité. Le concept de fin de l'histoire de Francis Fukuyama n'a jamais semblé aussi faux et caduc, car y à regarder de plus près, cette histoire ne s'est jamais arrêtée. Telle la tectonique des plaques, 2 continents se font face, poussant dans l'ombre, chacun dans la direction de l'autre. Et ce n'est qu'une question de temps avant que toute cette énergie emmagasinée se libère violemment. Nous y sommes. Le séisme, c'est la guerre, avec pour épicentre l'Ukraine.
tout sauf un hasard, cher Youssef. Donc prenons un peu de hauteur et si vous le voulez bien, Youssef, expliquez-nous en quoi l'opposition à laquelle nous assistons n'est qu'un nouvel épisode de la guerre millénaire que se livrent les forces thalassocratiques et tellurocratiques pour la domination du monde, et en quoi ce scénario ukrainien répond à des schémas géostratégiques et des visées géopolitiques anciennes datant du 19e siècle, si ce n'est avant, et pourquoi l'Ukraine a-t-elle une telle dimension stratégique ? Alors, vaste question. On va commencer par effectivement les fondamentaux. On va pas remonter trop loin dans l'histoire de longue durée, mais simplement au 19e siècle, à l'époque de ce qu'on a appelé le grand jeu. Le grand jeu, c'est l'opposition en Eurasie, tout particulièrement en Asie centrale, entre la puissance régionale, la Russie, c'est-à-dire la puissance tellurocratique, puissance de la terre, et la grande puissance thalassocratique, l'empire mondial, l'empire britannique. Alors, ils ont suivi durant des décennies puis des siècles la même stratégie fondée sur la même vision du monde, à savoir, donc ça a été très bien énoncé par Mackinder, qui est le père de la géopolitique et qui est, le précurseur de la stratégie américaine, anglo-américaine, telle que reprise par Brzezinski, par la phrase suivante, qui est: celui qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland. Le Heartland, c'est l'Asie centrale. Celui qui contrôle le Heartland contrôle l'île-monde. L'île-monde, c'est l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et celui qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Alors, la Grande-Bretagne a eu pour obsession, cela peut paraître étrange, de contrôler donc l'Asie centrale et l'Afghanistan. Au 19e siècle, il y a eu deux grandes confrontations entre la Grande-Bretagne et les Afghans. Dans un premier temps, les Britanniques ont gagné, puis ils ont perdu. Et cette confrontation entre les deux grandes puissances n'a jamais véritablement cessé. Et il y a eu des épisodes importants. Je pense notamment à la période soviétique, la fin de l'Union soviétique, précipitée, le croit-on, par la guerre en Afghanistan. C'était d'ailleurs Zbigniew Brzezinski qui était conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter à l'époque, qui était un conseiller stratégique, qui a attiré l'Union soviétique dans le cimetière des empires afghans. Ce qui aurait précipité la chute de l'Union soviétique. Et les Américains, après le 11 septembre, toujours fidèles à cette tradition thalassocratique anglo-américaine, retournent en Afghanistan. Donc tentent de contrôler l'Afghanistan. Et ça a été un échec, comme on l'a vu après 20 ans d'occupation, 20 ans de guerre. Et là, ça a été, on peut le dire, le début de la fin, la guerre en Afghanistan américaine, on peut dire que ça a été le début de la fin de l'empire américain, ou en tout cas de la domination américaine sur le monde. Et on le voit depuis le retrait américain d'Afghanistan, tout s'est accéléré. D'abord sur le plan stratégique. Sachant que le premier coup d'arrêt a été la guerre en Syrie. Alors, la guerre en Syrie, je vais y venir, ça a été véritablement dans le cadre d'une confrontation indirecte avec la Russie. Mais je vais y venir juste après. Simplement, je termine sur l'Asie centrale, les États-Unis en Asie centrale. On a vu avec l'Afghanistan, mais aussi d'autres pays d'Asie centrale ces dernières années, un retrait stratégique américain, c'est-à-dire retrait de troupes. Certaines bases ont été fermées américaines, et notamment en Arabie Saoudite, ce qui a échappé à beaucoup d'analystes, mais les Américains, me semble-t-il, l'année dernière, oui, ont quitté leur base militaire d'Arabie Saoudite, ce qui peut expliquer aussi pourquoi l'Arabie Saoudite commence à se tourner vers la Chine et refuse de condamner la Russie. Les Saoudiens sont en pourparlers avec la Chine pour vendre leur pétrole en yuan et non plus en dollars. Mais ce que je pense, c'est que les Américains ont opéré un retrait stratégique du Heartland pour se concentrer sur la périphérie.
à savoir l'Europe, concentration de l'OTAN avec des manœuvres de l'OTAN, des manœuvres militaires sur le sol européen, et un renforcement des bases militaires dans le Pacifique, en Asie, pour renforcer la contention anti-chinoise. Maintenant, l'Ukraine, la crise ukrainienne a véritablement démarré en 2014, avec la révolution de février 2014, mais auparavant, déjà en novembre 2013, les Américains avaient commencé leur manœuvre. Alors reprenons. Même avant, hein, en 2004. Alors ça, c'était la révolution colorée. Les premières tentatives de révolution colorée en Ukraine. Alors il y a eu effectivement une révolution colorée, mais le gouvernement, je crois que c'est le gouvernement de Loukachenko, leur semblait encore insuffisamment russophobe. Et à partir de fin 2013, début de 2014, les Américains ont entrepris donc une révolution en Ukraine pour y installer un gouvernement radicalement anti-russe et soumis aux États-Unis. Ce qui s'est passé en 2013 est très intéressant, parce que les Russes, qui ont été excédés par les interventions américaines successives en Afghanistan, en Irak et surtout en Libye, ont tracé une ligne rouge. La ligne rouge, c'était la Syrie. Il y a eu des négociations entre l'Arabie Saoudite et la Russie en juillet 2013. D'après ce qu'on sait, le prince Bandar a rencontré Poutine pour lui proposer un deal gazier et pétrolier, en échange de quoi Moscou devait lâcher Bachar el-Assad et s'éloigner de l'Iran. Poutine avait refusé, et en août 2013, on nous a annoncé une attaque au gaz, soi-disant du régime de Bachar el-Assad, comme on dit, mais en réalité ce sont des terroristes qui ont utilisé du gaz contre les populations syriennes, et ils ont utilisé ça comme un casus belli. Les navires de guerre américains, britanniques et français sont allés au large de la Syrie. 4 missiles Tomahawk ont été tirés contre la Syrie. Simplement, il y avait des navires de guerre russes face aux navires de guerre de ces pays de l'OTAN, et les missiles Tomahawk ont disparu. Et à partir de là, alors on ne sait pas comment les Russes les ont neutralisés. Est-ce que ça a été par le bouclier antimissile ou par voie électronique? On ne sait pas, mais en tout cas, cela a fait reculer les Américains, les Britanniques, puis François Hollande a laissé là planter les navires, et Obama a dû lui expliquer qu'il n'avait pas l'autorisation de déclencher une guerre. Et donc 2 mois plus tard, là on est fin août, début septembre, 2 mois plus tard, en novembre, le feu s'allume en Ukraine, comme une réponse en fait à la Russie, février, comme on le sait, février 2014, et il y a eu la fameuse révolution ukrainienne qui a mis au pouvoir cette coalition qui peut paraître étrange, que j'appelle judéo-nazie, c'est-à-dire des bataillons néo-nazis financés notamment par l'oligarque juif ukrainien Igor Kolomoïski, et une administration qui a une bonne représentation juive à sa tête. Bref, maintenant, le pourquoi de l'Ukraine, c'est, faut revenir à Brzezinski, et avant, à Mackinder. Comme je le disais, Mackinder expliquait que, en 1904, que pour contrôler donc l'Eurasie, le Heartland, il fallait prendre le contrôle de l'Europe de l'Est. Et Brzezinski, en 1997, écrit que un des objectifs en fait des Américains pour contrôler le monde, il parle en tant que géostratège américain, pour contrôler le monde, donc contrôler l'Eurasie, il fallait arracher l'Ukraine à la Russie. Et c'est cette stratégie qui a été appliquée là, tout particulièrement à partir de 2014, puisqu'on l'a constaté tout au long de ces années, les accords de Minsk, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté par la partie kievienne, qui a continué à bombarder, à massacrer les populations civiles du Donbass, faisant, d'après l'OSCE, 14 000 morts. Voilà. Et on en est là.
Très bien. Donc, on voit que les Américains, via l'OTAN, en fait, ne cessent de s'étendre aux portes de la Russie, chose qui rend les Russes extrêmement inquiets et nerveux. Et une des raisons, je pense, qui a poussé Vladimir Poutine à lancer l'offensive sont les toutes dernières déclarations du président ukrainien Zelensky sur, bien sûr, une possible, une volonté d'adhérer, de rentrer dans l'OTAN, mais plus grave, quand il commençait à évoquer peut-être un destin nucléaire pour l'Ukraine. Oui, alors revenons-en à cela. En fait, le Der Spiegel a rapporté des documents prouvant que les Américains avaient bien promis à l'Union soviétique puis à la Russie au début des années 90 que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce. Alors, bien sûr, ils ont trahi cette promesse, les Américains, et ils ont appliqué ce qu'on appelle la tactique du salami, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord, dans un premier temps, fait entrer des pays européens dans une sorte de pacte d'amitié non offensif, et une fois que cela a été fait, ils faisaient entrer ces pays-là dans l'OTAN. Donc ça a été un grignotage, c'est ça la technique du salami, jusqu'à donc je crois en 97, fin des années 90, il y avait déjà 10 pays européens de plus qui étaient entrés dans l'OTAN. Donc les Russes ont mis en garde les Américains sans cesse depuis quasiment le début du premier mandat de Vladimir Poutine, avec ce discours au Bundestag qu'il a prononcé en 2001 en allemand, dans lequel il disait que on n'était toujours pas sorti des vieux schémas de la guerre froide. C'est-à-dire que l'Union soviétique, je veux dire Gorbatchev lui-même, en gros, décrété la fin de l'Union soviétique de façon pacifique, mais les Américains ont continué à considérer la Russie comme un ennemi, ou un ennemi potentiel du moins, et en avançant petit à petit, faisant avancer l'OTAN près des frontières russes. Donc, la ligne rouge pour les Russes, comme pour à l'époque de la Syrie en 2013, la ligne rouge en Europe, c'est l'Ukraine. Puisque si on installe des missiles, si l'OTAN installe des missiles en Ukraine, eh bien, cela signifie que ces missiles-là américains seront à 4 minutes de vol de Moscou, ce qui est intolérable. Et ce sont les Américains qui ont voulu faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Alors il y a eu des pourparlers, des discussions entre Vladimir Poutine et Biden, entre Sergei Lavrov et Blinken, durant le dernier trimestre de l'année 2021, et les Américains sont restés sourds aux demandes russes, c'est-à-dire des demandes de sécurité. Que l'Ukraine oui, de neutralité en fait, de neutralité comme c'est le cas pour la Finlande et la Suède. Mais en tout cas que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Les Blinken, Joe Biden, etc. ont maintenu leur désir de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, et effectivement à Munich, je crois que c'était en janvier 2022, Zelensky, le président ukrainien, a demandé donc aux États-Unis d'installer des têtes nucléaires en Ukraine. Et il ne l'a pas dit cela au hasard, puisque il y a 4 pays européens qui ne sont pas nucléarisés, mais qui hébergent des têtes nucléaires américaines dirigées contre la Russie. C'est les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Ces 4 pays-là ont des têtes nucléaires américaines. Et de plus, les Américains sont sortis du traité de non-prolifération nucléaire. Et dans la doctrine militaire américaine qui a été actualisée en 2018 sous l'administration Trump, il est écrit noir sur blanc, donc, dans cette doctrine militaire et nucléaire, que la Russie est considérée comme un adversaire, comme un ennemi et comme une menace.
Donc, c'est la raison d'être de l'OTAN. Hein. Voilà, mais c'est la raison d'être de tous ces bureaucrates bruxellois et c'est la raison d'être de leur salaire. Il faut qu'ils justifient leur existence. Mais du point de vue russe, c'est une menace nucléaire directe contre eux. Bien entendu. Parce qu'on nous dit que Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire. Mais la menace nucléaire pèse sur la Russie depuis des années. Et là, ils s'apprêtaient à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et installer des têtes nucléaires. C'est là qu'on voit toute l'hypocrisie américaine, hein, parce qu'on se souvient de la réaction des Américains pendant la crise des missiles à Cuba. En 62, hein, oui. En 62, hein, qui est un peu similaire. Et puis, pour les gens qui sont sceptiques... imaginez ne serait-ce qu'une seconde si la Russie avait financé une révolution colorée au Mexique en y installant un gouvernement ouvertement anti-Yankee. Je pense qu'il faudrait pas une semaine avant que justement les GI débarquent dans les rues de Mexico pour, excusez-moi l'expression, botter le cul du nouveau président. Donc il y a quand même une énorme hypocrisie là-dessus. Sur qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Oui, alors on nous parle de l'Ukraine qui sera un État souverain et qui aurait le droit d'intégrer l'OTAN s'il le veut et d'avoir une bombe atomique. Non, l'Ukraine n'est pas un pays souverain, n'est pas un État souverain. Ce sont des marionnettes qui ont été mises au pouvoir et cela fait partie du glacis géopolitique russe. C'est ainsi. Ouais, et à ce titre-là, Youssef, on peut revenir sur l'histoire de l'Ukraine, en fait, qui est en fait une mosaïque de populations qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Donc effectivement, il y a une très forte population russe à l'est et dans le sud. Vous avez aussi des populations polonaises au nord, hein, d'ailleurs des parties du territoire qui ont été annexées par l'Ukraine à la suite de discussions entre grands de ce monde, hein, sur un coin de table. Enfin, j'invite vraiment les auditeurs à voir ce que c'est que l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine, d'ailleurs, qui doit absolument tout, finalement, à l'Union soviétique. Je veux dire, c'est un État qui n'existerait pas si le pouvoir soviétique de l'époque ne l'avait pas voulu. Et puis il y a une chose, je pense, qui est pas assez soulignée, c'est que il faut que les gens comprennent que Kiev, c'est vraiment le berceau de la civilisation russe et slave. La principauté qu'on appelait Rousse de Kiev, Rousse de Kiev, qui était une principauté et qui était en fait le premier État slave connu, qui a existé entre le 9e et le 13e siècle, et qui est la plus ancienne entité politique commune à l'histoire des trois États slaves, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Et pour toutes les personnes qui connaissent un peu l'histoire de la Russie, ils comprennent en fait l'intérêt stratégique, mais culturel, l'importance culturelle en fait de Kiev pour l'identité russe. Donc c'est au-delà de l'aspect géostratégique que tu as extrêmement bien souligné. Pour les Russes, il y a comme avec la Crimée, il y a un véritable attachement qui se joue sur ce qu'ils sont réellement en tant que Russes et en tant que Slaves. Oui, d'ailleurs. Vladimir Poutine, lorsqu'il a prononcé 2 discours, disons, un d'à peu près 50 minutes, quand il a reconnu les 2 républiques du Donbass, république de Donetsk et de la république de Lugansk, il a donné un cours d'histoire. Rappelant les origines de l'Ukraine. Et effectivement, comme tu l'as dit, l'Ukraine est une mosaïque et qui est issue de territoires qui ont été grignotés, donc je crois à la Roumanie, à la Pologne, à la Russie et à la Hongrie également. Donc ce sont des morceaux de pays voisins qui ont été agrégés pour faire une nation. Et d'ailleurs, on le voit avec les disparités culturelles et même politiques. Il y a, d'ailleurs ça avait été souligné dès le début de la crise en 2014, il y a une partie qui regarde vers l'ouest, justement la partie ouest de l'Ukraine. Et d'ailleurs, comme l'explique Xavier Moreau, c'est pour cela que les Russes n'interviennent pas militairement dans l'ouest de l'Ukraine, parce que c'est une région qui est hostile à la Russie, et apparemment Kiev aussi, les habitants de Kiev aussi, qui sont très occidentalisés, sont également anti-russes. Donc on a là une entité qui a été créée artificiellement, et d'ailleurs c'est pour ça que Vladimir Poutine, qui s'adressait donc aux nationalistes ukrainiens en leur disant
vous voulez désoviétiser, parce que vous avez déboulonné des statues de Lénine, eh bien, désoviétisons jusqu'au bout et on va vous montrer comment on va faire. Donc il a lancé de l'offensive. Je ne sais pas quels sont exactement les plans russes pour l'après-guerre, c'est-à-dire les plans politiques, mais je pense que ça a dû être mûrement réfléchi. On le voit depuis 20 ans et depuis 10 ans. Tout ce que font les Russes sur le plan géopolitique et militaire est toujours anticipé, très bien calculé, et on l'a vu aussi en Syrie. L'intervention militaire de la Russie en Syrie a été extrêmement prudente, mais également très efficace. Et là, on le voit, on l'a vu dès les premiers jours, ça a été souligné par notamment Xavier Moreau très rapidement. La progression militaire russe en Ukraine a été fulgurante. Maintenant, il y a autre chose qui a pu décider les Russes d'intervenir, et ça, Poutine, bien sûr, n'en a pas parlé, ils en ont parlé après, ce sont les laboratoires américains installés en Ukraine dans lesquels ils développent des armes bactériologiques avec, je crois, 8 pathogènes différents. Je pense que ça fait partie des causes qui ont poussé les Russes à intervenir rapidement, mais aussi, et là, ça a été prouvé par des documents rapportés par les Russes, signés par des généraux ukrainiens, la massification des troupes ukrainiennes sur la ligne de front dans le Donbass, qui s'apprêtait à lancer une grande offensive dans le Donbass. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains ont voulu provoquer les Russes. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à une avancée aussi fulgurante. Moi, ce que je pense depuis le départ, en fait, avant l'intervention russe, j'avais tweeté que je me demandais que si les Américains n'allaient pas exciter les Ukrainiens et les abandonner comme ils ont abandonné la Géorgie et les Kurdes à plusieurs reprises. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ils préparaient une grande offensive sur l'ordre des Américains pour contraindre les Russes à intervenir et embourber les Russes en Ukraine. Je pense que leur objectif, c'était de faire aux Russes en Ukraine ce qu'ils avaient fait à l'Union soviétique en Afghanistan. Voilà. Et tout le pari du point de vue russe, c'était est-ce qu'on intervient? Nous sommes obligés d'intervenir, puisqu'il devait y avoir une grande offensive, et puisqu'on sait maintenant qu'il y a des laboratoires, etc., et qu'il est hors de question de laisser l'Ukraine entrer dans l'OTAN et laisser l'Ukraine obtenir une bombe atomique. Autre chose, je fais une parenthèse, c'est que ce qu'il faut que les gens comprennent bien, je parle des gens qui ne suivent pas du tout la géopolitique et qui ont découvert la situation géographique de l'Ukraine le 24 février dernier. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la guerre était inévitable. Donc c'était soit la guerre maintenant, soit la guerre après l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Si les Russes avaient attendu que l'Ukraine entre dans l'OTAN pour intervenir, ou que l'Ukraine intervienne, puisque l'Ukraine officiellement considère la Crimée comme lui appartenant, ils auraient de toute façon attaqué le Donbass, puis certainement la Crimée, ce qui aurait provoqué une guerre contre la Russie. Et si les Russes avaient attendu l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, l'article 5 de la charte de l'OTAN aurait été activé, qui entraîne, cet article 5, tous les membres de l'OTAN automatiquement dans la guerre. Donc on aurait eu une guerre OTAN, donc toute l'Europe, en guerre contre la Russie, si la Russie avait attendu pour faire son intervention en Ukraine. Ça, il faut que les gens le comprennent. Et les Russes, de toute façon, n'auraient jamais laissé l'Ukraine obtenir une bombe atomique. Donc, les Russes ont pris le pari. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'intervenir. Maintenant, effectivement, la question qui se pose, c'est comment les Russes ont gagné la guerre, mais comment les Russes
vont faire pour régler le problème ukrainien politiquement par la suite, et surtout empêcher l'arrivée de mercenaires massivement en Ukraine. Mais on l'a vu, comme l'a expliqué Xavier Moreau, les Russes contrôlent l'espace aérien ukrainien. Ils ont mené des frappes près de la frontière polonaise pour détruire un camp d'entraînement où il y avait des instructeurs, notamment britanniques, je crois aussi américains, ce qui a quand même fait passer l'envie à certains mercenaires ou apprentis mercenaires d'aller combattre en Ukraine. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est pas la victoire russe. La victoire russe, c'est d'éviter le scénario syrien. Voilà, et c'est l'après, le politique. Quelle est la solution politique pour l'Ukraine par la suite? Et là, ils auront gagné le pari. S'ils règlent la question politiquement ensuite, ils auront gagné le pari. Mais tu l'as dit, donc Poutine n'avait finalement pas vraiment le choix, et on sait d'ailleurs que Poutine n'était pas forcément chaud, si je puis dire, pour venir au secours des républiques du Donbass. D'ailleurs, c'est quelque chose qui lui était reproché par les nationalistes russes. Autant pour la Crimée, bon, il n'a pas hésité parce que la Crimée avait c'est un véritable atout déjà stratégique, ne serait-ce que par la position qu'elle donne sur la mer Noire, et puis en plus culturellement et d'un point de vue historique, c'était un symbole très très fort. On se rappelle qu'une fois qu'ils avaient récupéré la Crimée, la cote de popularité de Poutine était montée à 90%. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Et moi qui étais en Russie à cette période, les Russes se sont mis de nouveau à être fiers de leur pays. Et ça, c'est quelque chose sur lequel effectivement Poutine a joué, mais il ne se voyait pas forcément réitérer la chose au Donbass, qui finalement ne présente pas un grand intérêt stratégique, à part bien sûr le fait que les populations soient russes et que tous les Russes finalement ont de la sympathie et de l'affection pour ces populations-là. Donc on voit finalement que cette guerre, comme tu l'as dit, était inévitable. Les plaques, la tectonique des plaques avançaient l'une contre l'autre, et effectivement un séisme allait arriver à un moment ou à un autre. Il se trouve que Poutine a pris l'initiative, a pris de court les Occidentaux, exactement comme il l'a fait en Crimée, et je trouve que les Occidentaux sont un peu fébriles. Alors c'est la course aux sanctions, c'est vraiment, alors c'est à celui qui sera le plus imaginatif pour trouver des sanctions. On voit finalement que les sanctions, c'est quoi? C'est que McDo et Burger King sortent de Russie. Bon, ma foi, je pense que ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver ici, nous en France. Ça pousse en plus la Russie à développer des entreprises sur des secteurs stratégiques. Moi, je tiens toujours à dire que la Russie a son propre Google, Yandex, a son propre Facebook vContact, à l'application Telegram, qui est faite par des ingénieurs russes qui cartonnent, qui dament le pion clairement à WhatsApp. Donc je veux dire sur tout un tas de secteurs stratégiques, sans parler bien sûr du secteur énergétique, la Russie est quand même forte sur ses bases. La Russie en plus est un pays qui n'a pas de déficit commercial, qui n'a pas de dette, qui s'est complètement dédollarisé. Donc on voit bien que Poutine voyait le coup arriver, et préparait depuis un moment l'affrontement qui vient. Alors il avait peut-être pas prévu le gel des 640 milliards en euros et en dollars laissés par la Banque centrale russe dans les autres banques centrales occidentales, d'où d'ailleurs le fait que c'était précipité. Et donc je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, où effectivement peut-être qu'il a effectivement précipité cet assaut justement à cause des éléments que tu as cités précédemment. Donc voilà. Donc finalement une Russie assez forte sur ses fondamentaux. Et puis on voit surtout que tu parlais du Heartland, de l'île Monde. On voit que les autres pays de l'île Monde, donc bien sûr en tout premier lieu la Chine, ne joue absolument pas le jeu des sanctions, bien au contraire. Il n'y a jamais eu autant d'investissements chinois en Russie et vice-versa. On parle de construction de nouveaux pipelines gaziers et pétroliers pour venir alimenter l'immense marché chinois. On voit qu'est en train de se mettre en fait en place une alliance qui, à mon avis, sera indestructible entre la puissance commerciale et industrielle de la Chine, couplée avec
la puissance en termes de ressources de matières premières et surtout aussi militaires que représente la Russie. Et finalement, c'est un peu là-dessus que je voudrais t'amener, Youssef, c'est que j'ai l'impression que les Occidentaux sont très fébriles, ça je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression qu'ils poussent finalement cet affrontement un peu par désespoir. Nous sommes dans des économies qui sont à la dérive. Hein, je veux dire, nous accumulons des dettes. Je veux dire, la dette contractée par les pays occidentaux n'a jamais été aussi élevée. Et puis ce qui est dingue, c'est que c'est une courbe exponentielle. C'est-à-dire que ça va de plus en plus vite. Donc on va clairement vers une crise financière. Donc ça, je pense que ça c'est une certitude pour toutes les personnes un peu sérieuses. Et donc l'Occident provoque la Russie, mais la Russie est très forte sur ses bases, a finalement des alliés. Donc je parlais de la Chine, mais aussi de l'Inde. Hein. L'Inde qui a refusé toutes les sanctions et qui continue à échanger, qui a proposé un deal à Poutine pour faire des swaps entre roubles et roupies pour des achats de matières premières. Donc finalement, la Russie est beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait penser. Le rouble est revenu à son niveau d'avant l'invasion. Et donc finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un basculement ? J'ai pas peur des mots, hein, à un basculement. La fin du monde qui avait été dessiné par Friedman et Kissinger, hein, les deux super architectes de juifs, il faut le dire, de ce nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ça et est-ce que n'est pas en train de se dessiner là finalement l'avènement d'un nouvel ordre mondial, mais pour le meilleur, multipolaire? Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, un des objectifs stratégiques des États-Unis depuis les années 90, ça a été d'empêcher l'émergence de puissances eurasiatiques ou réémergence. Là, ça a été un échec. Deuxièmement, empêcher ce que disait Brzezinski, l'alliance des barbares. C'est-à-dire dans la terminologie des anciens empires, c'est-à-dire l'alliance de puissances réémergentes, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Encore un échec. Un échec parce que les deux grandes puissances eurasiatiques, russes et chinoises, ont été poussées par la stratégie américaine l'une vers l'autre, alors que ce n'était pas forcément évident. De plus, il y a une compatibilité économique, puisque la Russie a les réserves de gaz et de pétrole alimentant l'économie chinoise. Ensuite, défaite sur le plan monétaire. Alors ça fait quand même des années que les Russes et les Chinois se préparent. Pourquoi Vladimir Poutine a attendu 8 ans pour intervenir dans le Donbass? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que la Russie n'était pas encore prête. Elle a dû faire face, s'adapter aux sanctions émises depuis en fait que la Crimée a rejoint la Russie. Donc ils ont développé ils ont acheté énormément d'or, ils ont développé leur agriculture, certains secteurs industriels, et aussi ils ont créé une version russe du SWIFT. Parallèlement, les Chinois ont aussi créé une version chinoise du SWIFT qui s'appelle, je crois, le CIPS. Et juste pour information, en 2021, il y a eu 12 680 milliards de dollars qui ont de transactions via le CIPS, le SWIFT chinois. Voilà, ça c'est la première chose. La réémergence de ces deux puissances a produit, vous savez, c'est un peu comme en physique, les grosses planètes attirent vers elles par la force d'attraction et de la masse les astéroïdes, voilà, les satellites. Et la Russie et la Chine a attiré de nombreux pays qui ont été humiliés durant des décennies, voire des siècles, quand on pense à l'Empire britannique, par les puissances occidentales, et qui n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre au nouvel ordre mondial, disons, d'après l'effondrement de l'Union soviétique. Et maintenant, on voit un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, même le Mexique, qui refuse de condamner la Russie, et même un pays comme le Maroc, qui est traditionnellement attaché à la sphère d'influence occidentale, a refusé de condamner la Russie.
Et c'est aussi le premier partenaire commercial de la Russie en Afrique. Et donc, cette réémergence, la réémergence de ces deux puissances permet à des puissances moyennes et même à des petits pays de s'émanciper, d'être non alignés. Donc là, on est comme autant des deux blocs pendant la guerre froide. Exactement. Et là, c'est encore plus flagrant parce que la puissance russe et la puissance chinoise aujourd'hui sont plus importantes que l'Union soviétique à l'époque. Ouais, tout à fait. Et deuxièmement, la puissance des États-Unis actuellement est bien plus faible que la puissance américaine d'antan, avec des déficits commerciaux qui oscillent entre 500 milliards et 800 milliards, 30 000 milliards de dollars de dettes. Et, juste pour finir, et sur le plan militaire, les Russes ont développé, c'est devenu la première puissance nucléaire au monde, je crois, avec 6240 ogives nucléaires, mais aussi et surtout, ils ont développé une technologie, donc les missiles hypersoniques, qui ont à peu près 10 à 15 ans d'avance sur la technologie militaire américaine, ce qui leur donne un avantage stratégique aux Russes, dont ils profitent actuellement pour avancer leur pion. Bien sûr. Mais une des forces de l'Occident, c'est le dollar qui permettait justement à l'Occident d'avoir... on arrive sur la fin. On arrive sur la fin, pourquoi ? Parce qu'en fait, les États-Unis et même les pays d'Europe accumulent tellement de déficits que finalement, les gens s'aperçoivent qu'on est dans un schéma de Ponzi, un château de cartes, et que finalement, il n'y a plus de valeur derrière tout ça. Ce ne sont que des promesses de remboursement futur, mais quand on accumule autant de déficits, on se rend bien compte que les promesses n'engagent finalement que ceux qui y croient. Et à ce titre-là, je voudrais revenir sur un épisode qui, moi, je trouve vraiment est symptomatique de... Alors, je ne sais pas si c'est de la bêtise ou du désespoir des élites occidentales, c'est le gel des avoirs russes. Des avoirs russes, donc la Russie, comme c'est un pays excédentaire, accumule, suite à la vente de ces hydrocarbures, des devises, donc en yens, en euros et en dollars. Et bien sûr, ces devises, pour des raisons pratiques entre banques centrales, restent dans les coffres, restent du moins dans les banques centrales des pays avec qui ils commercent. Donc du coup, il se trouve que la Fed ou même la Banque de France avait des excédents, stocker ces excédents en euros et en dollars dans ces coffres, si je peux l'expliquer simplement. Et ils ont décidé de geler, donc de voler, il n'y a pas d'autre mot, de voler cet argent aux Russes. Mais il faut bien comprendre que, c'est là où vraiment je trouve qu'il y a vraiment un problème psychologique, c'est ces gens-là, parce qu'en fait, déjà que le dollar était quand même une monnaie qui posait question, je veux dire, qui inspirait pas forcément une très grande confiance depuis la crise de 2008. Je veux dire, faire ça, c'est vraiment envoyer un signal, mais extrêmement fort, à tous les pays producteurs d'hydrocarbures, comme le Venezuela, mais même l'Arabie Saoudite, qui sait ce qui pourra se passer en Arabie Saoudite demain. Et la Russie, tous les pays exportateurs mais même pas d'hydrocarbures, de matières premières en général. Je dois dire, voilà, en fait, si vous faites du business avec nous et si on vous achète vos matières premières avec notre monnaie, sachez que vous courez quand même le risque, un jour ou l'autre, si jamais nos relations se détériorent, à ce qu'on vous les saisisse, à ce qu'on vous les vole. Et ça, je veux dire, c'est dingue, parce que qu'est-ce qui se passe ensuite ? Poutine dit, très bien, si c'est comme ça, on va arrêter déjà de vous vendre nos hydrocarbures en dollars et en euros, parce qu'en fait, c'est comme si on vous les donnait. Et il a dit une phrase très drôle, Peskov, là, le porte-parole, a dit, on n'est pas là pour faire de la charité, on n'est pas là pour animer une entreprise de charité. Voilà. Donc, accélération de l'histoire, si je puis dire, puisque pour la première fois, la Russie, via Poutine, ordonne à Gazprom et aux géants Rosneft et aux géants des hydrocarbures russes de vendre leur production en roubles. Et ça, il faut vraiment que les gens comprennent la portée absolument incroyable que ça a, parce que c'est vraiment un coup donné au pétrodollar et ce que représente le dollar dans l'architecture monétaire depuis Bretton Woods, mais même après Bretton Woods, parce que Bretton Woods, je veux dire, avec le discours de Nixon, quand il a arrêté la convertibilité de l'or en dollars, on est rentré dans une autre ère. Ouais, on est rentré dans une autre ère. On est vraiment rentré dans l'ère du monétarisme, Friedman, on va pas refaire le débat.
qui a donné un avantage absolument considérable aux États-Unis sur le reste de la planète. Et donc faire ça, c'est vraiment déjà montrer que voilà, les pays n'ont plus peur des États-Unis et ils peuvent commencer à libeller leur production d'hydrocarbures dans leur propre monnaie. Et on se souvient ce qui était arrivé à Saddam Hussein, quand il avait voulu faire ça. On se souvient de ce qui s'est passé pour Kadhafi, quand il a commencé à parler du dinar or et qu'il a commencé à rentrer sur ces sujets. Je crois qu'il a même pas fallu 6 mois avant que les djihadistes débarquent dans ces pays pour leur botter le cul. C'est ce qu'on appelle la politique de la canonnière, en fait. Avant, quand un État vous prêtait de l'argent, eh bien, si vous ne remboursiez pas cet argent, eh bien, ils vous envoyaient leurs navires de guerre et vous balançaient des boulets de canon pour que soit que vous remboursiez, soit se servir directement sur la proie, sur la bête. Le problème, c'est qu'avec la Russie, voilà, justement, c'est là que je voulais en venir. En fait, il y a deux choses. Il y a l'avantage militaire qu'ont maintenant les Russes, sans parler quand même des Chinois qui ont une puissance militaire considérable et qui sont également en train de travailler sur les missiles hypersoniques. Et il y a justement cette guerre monétaire à laquelle se préparent les Chinois et les Russes depuis des années, parce qu'il y a le SWIFT chinois qui a été créé et qui fonctionne déjà très bien, à tel point que des banques comme la HSBC ou BNP Paribas utilisent le CIPS chinois, en fait. C'est-à-dire que le rapport de force est en train de basculer. Et cela fait des années que les Chinois parlent d'une monnaie qu'ils appellent super souveraine, c'est-à-dire d'une monnaie de référence internationale qui ne soit plus couplée à un État particulier, donc là on pense aux États-Unis, utilisant la monnaie pour punir en fait des États, les saisir, etc., comme tu l'as dit. Et là on est en train d'y arriver. Alors, est-ce que ce sera le yuan ou est-ce qu'ils vont travailler plus tard sur une future monnaie? Mais en tout cas, les Chinois veulent faire du yuan une monnaie internationale. Et d'ailleurs, mais ce qui est dingue, c'est qu'on y arrive par les décisions des élites occidentales. Oui. C'est ça qui est dingue en fait, qui est schizophrénique. Oui, en fait, les décisions occidentales sont dans la continuité de la politique économique et monétaire des États-Unis, sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de poursuivre cette politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan militaire. Ouais, c'est ça. Et ils ont encore cette hubris qui les fait opérer comme dans les années 80 ou 90. Cette hubris, c'est un peu comme le syndrome du membre fantôme. Vous avez eu un membre toute votre vie, on vous l'ampute, mais vous le sentez encore. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est les États-Unis et plus généralement les Occidentaux, l'oligarchie occidentale, croient encore en cette puissance qu'ils ont, si on parle de la Grande-Bretagne, depuis des siècles, en fait. Donc, du jour au lendemain, on vous dit, vous n'êtes plus la première puissance économique, vous n'êtes plus la première puissance militaire mondiale, et il va falloir en rabattre. Eh bien, ils sont dans le déni. C'est une sorte de déni. Le déni de réalité. C'est le déni de réalité. Mais j'aimerais dire autre chose aussi sur les sanctions anti-russes. En fait, ce sont des sanctions anti-européennes, c'est certain. Mais je pense que c'est volontaire. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit simplement de la stupidité. Parce que si on prend le système économique depuis les années 80 avec le tournant libre-échangiste et financier, la fin du Glass-Steagall Act, et ensuite quand on voit ce qui s'est passé depuis le début du Covid, ce qu'on constate, et ce que j'ai constaté en fait dès le début du Covid, c'est qu'il y a une volonté de détruire l'économie et plus précisément de détruire les classes moyennes. C'est une ce que j'appelle la société de consommation. On est passé de la société de consommation à la société de consommation. Une volonté vraiment de détruire. Après, allons chercher au niveau anthropologique et psychologique ce que cela signifie, mais c'est la réalité. Et les sanctions anti-russes, on voit bien qu'elles ont été accompagnées tout de suite d'un discours alarmiste nous disant nous allons vers des famines, nous allons mettre en place des chèques alimentaires, etc. Il y a une volonté de détruire l'économie, de détruire les classes moyennes, et c'est volontaire. On voit bien que ces sanctions n'ont pas pour objectif de soutenir l'Ukraine et de combattre la Russie. Je veux dire, ils sont pas stupides à ce point-là. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est de détruire
les économies occidentales sous prétexte de lutte contre Poutine. Parce que dans le discours, on retrouve toujours un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'au début, on confine, on détruit l'économie, on vous dit mais c'est à cause du Covid. Ensuite, on vous dit si l'économie n'est pas relancée, c'est à cause des non-vaccinés. Et c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Et aujourd'hui, on nous dit l'inflation, la famine, l'appauvrissement des populations, c'est à cause de Poutine. En réalité, c'est une politique qui est menée avec un objectif bien précis. C'est celui du Great Reset du livre de Klaus Schwab. C'est pour ça que nous, en tant que résistants français, notre intérêt se trouve en Russie et se trouve finalement dans l'action de Poutine finalement face à l'Occident, puisque on se rend bien compte que là on a vraiment un choc entre deux mondes, hein. Déjà un choc entre l'économie réelle, donc la Russie avec les matières premières et la Chine avec l'industrie, avec vraiment qui produisent des choses tangibles. Puis en face, vous avez quoi? Vous avez une économie complètement virtuelle, financiarisée, qui en fait produit plus de richesse, mais qui est une extraction de richesse. En fait, effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est la finance qui prend la richesse aux classes moyennes. Hein, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'économie occidentale, c'est à peu près ça depuis une trentaine d'années. Hein. Et puis vous avez surtout un choc des valeurs entre un Occident complètement décadent, hein, avec les avancées incroyables du LGBTisme, du wokisme, du métissage, destruction de la famille, destruction de tout ce qui faisait qu'une société peut fonctionner correctement, avec justement en face une Russie qui est revenue justement à ce qui faisait son âme, sa chair, hein, la religion orthodoxe, à cheval sur les valeurs, pas de problème sur le genre, hein, on sait bien qui est une femme, on sait bien qui est un homme, et pareil pour la Chine. Alors après la Chine, bon c'est une autre culture, hein, c'est confucianisme et tout, mais discuter avec des Chinois, ils sont extrêmement conservateurs et pour eux le mariage homosexuel c'est véritablement une hérésie. Donc on est vraiment là dans un choc de deux mondes. Et si je puis dire, nous qui sommes finalement dans un État conquis, dans un État qui a trahi ce qui était l'essence de la France, tout notre intérêt finalement c'est de souhaiter la victoire de Poutine, non? Si on parle du point de vue français, ce qui se passe est intéressant à plusieurs niveaux. C'est que si demain il y a une révolte en France et qu'elle débouche sur une révolution, on aurait, je parle au conditionnel, un pays, la France, qui basculerait sur le plan politique, mais dans un monde multipolaire. C'est-à-dire dans un monde où elle peut choisir ses alliés, des puissances, des grandes puissances, sur lesquelles s'appuyer pour se restructurer et réorienter sa géopolitique et ses relations avec notamment l'Eurasie. Ce qui n'était pas possible, disons, il y a 5 ou 10 ans encore. Donc on peut imaginer ce scénario-là. Aussi, cette crise économique provoquée artificiellement en fait par les dirigeants occidentaux est un pari dangereux du point de vue pour l'oligarchie, parce que elle pourrait accentuer la révolte et faire entrer les classes moyennes dans un tel appauvrissement qu'elle rejoindrait le noyau dur qui était la France périphérique avec les Gilets jaunes et le structurerait. Et aussi, la Russie pourrait jouer un rôle indirect dans des bouleversements politiques en Europe de l'Ouest. Regardez, Vladimir Poutine dit nous n'achèterons plus nous ne vendrons plus, nous n'accepterons plus de dollars et d'euros contre notre gaz. Les puissances du G7, etc., les Occidentaux disent non, c'est hors des questions, c'est contre les traités, c'est contre les contrats, etc. Il refuse, en tout cas dans un premier temps. Mais s'il refuse véritablement, les Russes pourraient très bien couper le gaz. Et là, vous imaginez ce qui se passerait en Europe de l'Ouest, notamment en Allemagne et en France, si les Russes coupaient le gaz, par exemple en hiver. C'est-à-dire que les Russes, s'ils le voulaient, ils attendraient l'hiver prochain et couperaient le gaz
à l'occasion de telle ou telle crise ou confrontation avec l'Occident. Et cela pourrait faire tomber carrément des régimes en Europe de l'Ouest. Ouais, disons qu'ils peuvent arriver à penser ce genre de choses vu la manière dont ils sont traités par les chancelleries occidentales. Ça peut arriver, mais de toute façon, la politique de destruction économique volontaire de l'Europe est extrêmement risquée, même pour l'oligarchie. Parce que ça pourrait provoquer des révoltes. On a vu déjà avec les gilets jaunes, ils ont quand même beaucoup transpiré, mais avec des gilets jaunes puissance 10, c'est-à-dire des classes moyennes qui entrent en révolte, comme le monsieur là qu'on a vu face à Macron qui lui dit moi je gagne 2 000 euros par mois, ma femme aussi, on a 4 000 euros par mois, le 5 du mois, on a déjà plus rien. C'est-à-dire que là, on parle pas des catégories populaires, les gilets jaunes 1 500 euros par mois, on parle de classe moyenne, avec des foyers qui ont un revenu de 4 000 euros et qui se retrouvent sur la paille, avec le frigo vide, en gros, le 15 du mois. Et ça peut faire basculer un régime. Tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ça qui rend l'Occident aussi fébrile. C'est que là, depuis 2 ans, l'inflation commence vraiment à s'accélérer. Ils avaient réussi à la contrôler via des artifices financiers, sociétaux, notamment avec l'immigration massive, avec l'ubérisation, avec les startups. Mais là, on est arrivé au bout de la palette d'outils qu'ils avaient. Et là, vraiment, l'inflation commence vraiment à mordre les ménages. Et effectivement, comme tu le dis, je pense que là, Poutine n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, ne serait-ce que réduire, ne serait-ce que de 25% l'alimentation en gaz aux pays occidentaux. Et là, clairement, on pourrait rentrer dans une zone de très forte turbulence pour ces pays-là, avec une inflation totalement hors de contrôle. Et on se souvient ce que ça a donné en Allemagne pendant la République de Weimar. Oui, des résultats pour le moins intéressants. Et c'est une zone de turbulence extrêmement dangereuse parce que si l'oligarchie se rend compte, je pense qu'elle s'en rend déjà compte, qu'elle est mise en danger en Occident, la dernière option, l'ultime, ça sera la guerre mondiale. Bien sûr. Mais de toute façon, je pense qu'elle sera inévitable à terme. Mais par contre, la question, c'est y aura-t-il une révolution en France avant cette guerre mondiale? Parce que la France est un pays extrêmement important dans le contexte de cette confrontation militaire future. Comme je l'ai dit, la France est la seule puissance nucléaire du continent, en dehors de la Russie. Je mets à part de l'Angleterre. Oui, mais elle n'est pas sur le continent. Et je la mets à part parce que de toute façon, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, est une ennemie ontologique de la Russie. De toute façon, s'il y a une guerre mondiale, c'est nécessairement entre le monde anglo-américain et ses vassaux et la Russie. Mais oui, c'est vraiment la thalassocratie. Voilà, mais la perfide Albion et les États-Unis pourraient, via l'OTAN, pousser l'Europe continentale dans une guerre contre la Russie en s'en tenant à l'écart. Ça, faut le garder en tête. Donc, c'est des Européens qui iraient au casse-pipe. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que on a 4 pays en dehors de la France qui ont des têtes nucléaires américaines. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie. La France, sur le continent, est la seule puissance nucléaire. Donc, s'il y a une guerre entre l'OTAN et la Russie, l'un des premiers objectifs des Russes, ce sera de neutraliser la France. Tout à fait. Donc, neutraliser, ça veut dire détruire. Dans le contexte d'une guerre mondiale, 2 puissances nucléaires au moins qui s'affrontent, faut frapper le premier, quoi. Faut frapper exactement, le premier. Exactement. Donc là, on vit une période extrêmement dangereuse. En fait, la révolution en France est vitale. S'il n'y a pas un changement de régime en France avant une guerre mondiale, la France sera détruite. De plus, s'il y a un changement de régime en France et que la France sort de l'OTAN, eh bien, la France sera cette force qui pourra empêcher le continent d'entrer dans une guerre contre la Russie. Non seulement elle n'entrerait pas en guerre, mais elle pourrait empêcher les pays voisins qui ont des têtes nucléaires américaines, pourrait les empêcher d'entrer dans une confrontation contre la Russie. Parce que de toute façon, dans l'Europe continentale, le pays de l'OTAN qui est une puissance nucléaire, c'est la France. Donc, en dernier lieu, c'est quand même la France qui décidera. Maintenant, si la Grande-Bretagne et les États-Unis, dans ce contexte-là, veulent entrer dans une guerre contre la Russie, grand bien leur face. Mais la France a la capacité. Elle a rien à gagner. La France a la capacité d'empêcher une guerre sur le continent.
Par contre, si ce sont toujours des macroniens, en tout cas des atlantistes qui sont au pouvoir, une confrontation directe contre la Russie, avec ses missiles hypersoniques, avec ses 6240 têtes nucléaires, c'en est fini de la France. Parfait. Écoute, Youssef, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci pour tout, merci pour tes analyses, c'est passionnant, hein. De toute façon c'est un sujet très riche. J'espère que cette émission vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants, vous permet de prendre un peu de hauteur par rapport à cette effroyable propagande que l'on subit sur les médias mainstream. Là vraiment on a passé un niveau, hein. Déjà on avait Charlie, après on a eu le Covid, là on a l'Ukraine, hein. Vraiment on monte en gamme à chaque fois là. Donc au moins sur ERFM, vous avez un son différent. Chers amis, je vous le dis, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre aide. N'hésitez pas à participer au financement associatif de la rédaction et de RFM. Vous le savez, hein, pour le travail bien fait mérite salaire. Et nous permet et cette aide nous permet d'avoir de la visibilité et donc nous permet de développer des nouveaux projets, des nouvelles émissions de radio. Donc surtout n'hésitez pas, on compte sur vous et chers auditeurs, je vous dis à très vite. Youssef, à bientôt. À bientôt à tous. Merci à tous. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.